Et bonjour à tous sur Roue Libre. Bienvenue à tous. On se retrouve pour le débrief de la quatrième étape du Tour de France et un beau sprint, un sprint houleux quand même, qu'on va Manoueux. débriefer tous ensemble. Le deuxième sprint gagné par Jasper Philipsen. Et pour en parler, on retrouve comme tous les soirs, évidemment vous, parce que c'est vous qui êtes les plus importants, les rouleurs dans le chat, qui êtes toujours là tous les soirs à partir de 19h en live sur notre chaîne Twitch Roue Libre 101. Et on retrouve Polo et Robin. Comment ça, mon Polo? Ça va très bien, Joseph. Aujourd'hui, j'avais 2 objectifs, revoir une très belle étape du Tour de France et un très beau sprint. Je l'ai Ouais. eu, on a eu un sprint quand même assez animé et aussi finaliser la tenue pour mon mariage puisque à partir de demain, je file pendant Mon 2-3 mariage, jours c'est dans toi le qui te sud. maries? Non, je me Oh marie non, pas. c'est pas lui, c'est pas lui. Ou alors je suis pas invité, il y a un problème. Le mariage que j'ai dans le sud et j'ai trouvé des très beaux mocassins, regardez. Des mocassins de qualité, un peu bordeaux, Walk Bon, London. alors avec ça, Elles sont costume 3 pièces. elles sont C'est très donc toi jolies. le mec qui pop dans mes réels Insta tous les 2 jours en me disant comment m'habiller pour le lundi. Ah bah, voilà. Est-ce qu'il t'a proposé des beaux Aujourd'hui, on est mocassins? lundi et on s'habille ensemble. Ah! Est-ce qu'il t'a proposé des beaux mocassins bordeaux? Mais il me propose des mocassins tous les jours. Tu veux que je te montre mes chaussures de mariage, moi? Vas-y, vas-y. Elles sont pas loin, on est plus sur du marron ici, tu vois? Oh! Ah! Tu aimes bien aussi, ça Mignon. va? Ouais, Mignon, parce que mignon. Mignon, mignon. je veux pas te mettre la pression, mais il y a Et 2 je hommes les mariés utilise là. aussi en fin de semaine, Polo, parce que je vais à un autre mariage également. Ah, C'est vrai, c'est c'est peut-être vrai. le même. Non, je crois Tu pas. on arrive. C'est pas les mêmes Polo, les jours. C'est mocassins. magnifique. C'est pas les C'est-à-dire que tu mets une mine de l'espace. les Oh, mocassins. voilà, des jolis mariages, les amis, mais surtout du beau cyclisme qui a eu lieu aujourd'hui. On a Il y a Rolmops bien, qui bien, dit: «Dégueulasse» en parlant de mes chaussures, dans le chat. on a bien Rollmops, il a oublié mis par contre, les gars. ses 2 premiers commentaires, Rollmops, sur la chaîne, c'est, «éclaté» en parlant de mes mocassins et «dégueulasse» en parlant de tes chaussures. Je pense qu'on a Christina Cordula avec nous ce soir, enchantée, et Salutations à cœur. on Ça est fait plaisir. on est ravis que tu sois avec nous. Bonsoir, bonsoir. Et ouais, ça a été un sprint houleux dont on va évidemment parler. Victoire de Jasper Philipsen devant Caleb Ewan et Fitz Bauhaus. En fait, c'est le même podium qu'hier, juste le deuxième et le troisième s'inversent. Coquard a terminé troisième quand même, donc on va en parler. Brian Coquard, est-ce que potentiellement il peut faire mieux? C'est une vraie question que je vais vous poser, les gars. Donc soyez prêts. Van Aert, ça a été un peu bizarre aujourd'hui. Il y a eu des chutes. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un rapport avec le parcours? Personnellement, je ne pense pas, mais si certains, Polo et Robin, vous le pensez, Moi, je pense. vous allez nous le dire. Et dans le chat aussi. Donc ça va être très intéressant de discuter de tout ça. Et oui, Brian Cocker a fini quatrième de l'étape, les gars, si je me trompe pas. 4e, Donc ouais, tout à fait. c'est quand même pas mal en plus. C'est quand même pas mal. On va aussi se tourner bien évidemment vers l'étape de demain. Pau-Larens, c'est le début des Pyrénées et donc logiquement, ça va être une étape qu'on va particulièrement regarder. À savoir, est-ce que oui ou non, on va avoir une explication entre les gros noms et les favoris de ce Tour de France? C'est une vraie question. En tout cas, la bagarre pour l'échappée va être très intéressante et vous allez me donner quelques noms potentiels qui peuvent vous intéresser, les gars. Ça, c'est la preview de l'étape 5 donc de demain. Et on ira sur la fin de l'émission, Polo, sur le parcours des Jeux Olympiques, parce qu'en fait, il a été annoncé là tout à l'heure. Tout à fait, Joseph, c'était annoncé sur le plateau des Rois de la pédale sur Eurosport, avec notamment une partie reconnue par Steve Chenel, la dernière montée de Montmartre. C'est un parcours très intéressant qui, bah, forcément, vu que nous, Parisiens, et bah, qui aborde des routes qu'on connaît bien, notamment, moi de mon côté, la côte de Châteaufort. J'ai vécu en haut de cette côte pendant les 8 premières années de ma vie. Je la connais plutôt très bien. Et après l'arrivée à Montmartre, dans les rues de Paris, pareil des routes qu'on connaît mieux parce qu'on les arpente, tous les week-ends pour aller boire des coups dans ces endroits-là, avec, avec les gars, donc voilà, ça va être intéressant. Comme le dit Clauden, la rue Le Pic à vélo, ça pique parce que Ça oui, ça pique, monte ça c'est monte vrai. beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce coin-là. Le parcours a l'air très, très bien fait, très, très intéressant. On en Bon, parlera on tout va à l'heure. analyser tout ça tout à l'heure en tout cas.
J'aurais la décence de ça va ne être sympa. pas, atomiser Polo qui hier, quand j'ai parlé des routes des Landes, qui étaient les routes de mes vacances d'enfance, m'a dit qu'on s'en battait les steaks, et aujourd'hui qui nous raconte qu'il a vécu près de la côte de Châteaufort. Donc, moi je suis heureux de le savoir Polo. Voilà, ça s'appelle un coup de karma. Et oui, effectivement. Du coup, débrief les gars de la 4e Ah, étape la avec, rétro, tu veux pas la teaser, tu t'en fous? ah, et la rétro bien évidemment. En plus, tu es très américain en ce moment, Robin. Ouais, ouais, c'est vrai, très Tyler, parce qu'on va parler de Tyler, Farrar, 2 jours après avoir parlé de Tyler, Hamilton. Non, c'était hier qu'on a parlé d'Hamilton. Hier, bah oui, Ouais, c'est pour ça, 2 ouais, jours hier. de suite Hier, ouais, à la fin donc des 2 jours de Américains. suite. 2 jours de suite avec un Américain parce Mais j'aime qu'aujourd'hui, bien. c'est le 4 juillet, c'est la fête, nationale américaine et le 4 juillet 2011, déjà jour de fête nationale, Tyler Farrar avait gagné une étape sur le Tour de France. Donc on va parler de ça. C'était, le sprint, pour beaucoup qui nous regardent, je pense, les sprinteurs de notre enfance, les Cavendish, Mmh. Farrar, Torushov, Romain Fehu, voilà. Bon, Donc le ça pauvre, va il nous est rappeler tombé dans quelques une souvenirs. période effectivement Cavendish, mais tu vas nous raconter tout ça. Ça va être très sympa à suivre. Du coup, l'étape du jour, on arrivait du coup, sur un parcours sur un circuit à Nogaro, et c'est donc, Philipsen qui est allé, l'emporter, avec, les gars, un énorme travail de Van der Poel. Je vous ai entendu ce matin, effectivement, notamment sur Winamax, évoquer ce travail de Van der Poel. Aujourd'hui, est-ce que, quand il a franchi la ligne, vous étiez plus impressionné par Philipsen, par Van der Poel, ou les 2? Par Van der Poel, moi. Clairement Van der Poel, Philipsen gagne le sprint, mais finalement avec, peu de marge sur Caleb Ewan. On a déjà vu Philipsen gagner des sprints, avec, 1, 2, 3 vélos d'avance. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, le boulot de Mathieu Van der Poel, c'est exceptionnel et le boulot d'Alpecin de manière générale, mais ils sont encore une fois, comme hier, sortis au dernier moment et j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines équipes sortent aussitôt. Pourquoi certaines équipes viennent prendre du vent, à 3-4 kilomètres de l'arrivée. Il y en a, on n'était même pas encore sur le circuit, ils étaient déjà en train de prendre du vent dans le nez. Mathieu Van der Poel, il a fait une sortie, on était à 300-400 mètres de la ligne, on n'avait pas encore vu les Alpecin et d'un coup, il est sorti du milieu du groupe, en fait, où il était bien au chaud. Il a mis un coup d'épaule, certains le notent à Binyam Girmay pour le bouger et se faire la place. Et il est passé, mais tu avais l'impression qu'il était sur une moto, le mec. Il s'est fait la place, il est allé se mettre premier, alors qu'il était peut-être, je sais pas, 7-8e, juste avant ça. Et en 50 mètres, il s'est retrouvé en tête avec Philipsen dans la roue. Et derrière, bah, pour Philipsen, c'est caviar. Mais le boulot de Mathieu Van Der Poel, en fait, il y a des fois, tu te dis: «Oui, Mathieu Van Der Poel l'a bien emmené, mais ça aurait pu être un autre qui faisait ce boulot-là». Là, aujourd'hui, Mmh. tu te dis: «Mais ce gap-là, ce punch qu'il a fallu à Van Der Poel pour sortir du pack», parce que vraiment, il est au milieu du groupe, quoi et en 50 mètres se retrouver premier avec son sprinter dans la roue, c'est tout bonnement exceptionnel. Et Paul, après, encore faut-il savoir garder cette roue, de Mathieu Van Der Poel. On a vu d'ailleurs que ça avait quand même, un peu chauffé, à un moment à 1,7 km de l'arrivée. On a vu plusieurs coureurs graviter autour en fait du train Alpecin. On a vu Van Poppel qui, sprintait pour la Bora. On a vu, Jacobsen notamment tourner autour aussi. On avait l'impression quand même qu'il, cherchait quand même un peu la roue ou le sillage des Alpecin. Ça a un peu joué, des épaules. Alors, en ayant bien regardé les images, c'est quand même difficile de voir pourquoi est-ce que Jacobsen tombe. Derrière, en conférence de presse, en zone mixte, on a vu des déclats de Van Poppel qui parlent quand même d'une attitude étonnante de la part de Philipsen. Lefebvre, bon, lui, c'est un peu moins objectif, dit que Jacobsen a été mis au tapis par Philipsen. En tout cas, la victoire de Philipsen, elle est validée. Mais encore faut-il savoir garder cette roue de Van Der Poel pour Philipsen, Paul, parce que tous les sprinteurs ne sont pas capables de garder les roues de poisson pilote aussi fort. Bien sûr, et c'est, on en parlait ce matin, c'est la différence aujourd'hui, je trouve, entre un Jacobsen et un Philipsen qui sont pour nous et pour le monde du cyclisme, peut-être les 2 sprinteurs les plus rapides. C'est cette capacité à tenir les roues de son train et on le voit, Jacobsen aujourd'hui qui a fait le choix, plutôt que de suivre son propre train, pardon, d'essayer de se caler dans la roue justement du train, Alpecin et Philipsen. Là où Philipsen, même si c'est chaotique, même si c'est compliqué parce que c'est pas non plus linéaire, hein, depuis 2 jours, on en reparlera notamment
de la stratégie Alpecin Phoenix dans le final tout au long de ces 5 derniers kilomètres. Mais la différence entre les deux aujourd'hui et depuis quelque temps maintenant, c'est cette capacité de Philipsen à réussir à tenir son train, à tenir la roue notamment de Mathieu Van Der Poel, qui parfois doit un peu l'attendre, qui parfois doit un peu zigzaguer Philipsen pour récupérer la roue du Néerlandais. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours clair comme de l'eau de roche, c'est pas toujours limpide. Mais par contre, voilà, ça fait 2 jours que ça marche. Alors voilà, par contre, aujourd'hui, ça marche, mais ça se fait quand même beaucoup à coups d'épaule. On a vu Jonas Rickaert faire des écarts. On a vu Mathieu Van Der Poel mettre des coups d'épaule. Philipsen en a mis. On s'en est plein déjà hier dans le sprint. Certains corps du peloton s'en sont pleins dans le sprint. Aujourd'hui, la situation avec Fabio Jacobsen, elle est quand même très louche parce que quand on regarde bien les images, on voit que Jacobsen chute au niveau du train de Alpecin Phoenix. Et juste avant, on voyait que Jacobsen était dans la roue de Philipsen. Donc tout n'est pas toujours tout blanc pour cette équipe Alpecin. Mais voilà, c'est un sport de grands garçons aussi. Et à l'image du move de Mathieu Van Der Poel sur Binyam Girmay, voilà, il y a ceux qui sont prêts à tout pour aller gagner. Et il y a ceux qui ne gagnent pas. Alors parfois, tu frôles avec la légalité. Et toute la question pour moi de ce sprint, c'est que je ne suis pas sûr que tout se soit fait dans la légalité pour Alpecin. Mmh. Ouais, et encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est que on a l'impression qu'il y a une situation qui est pas très claire, mais voilà, elle est pas très claire. On dit pas que, Philipsen a mis, Jacobsen au tapis. On dit que c'est pas très clair et qu'il y avait peut-être quelque chose, mais de toute façon, très Mais il y a sincèrement, des ces déclats, sprints, Joseph, hein. alors ouais, il y a des déclats, mais pareil, les déclats, celle de Lefebvre, j'ai quand même du mal à lui donner, une confiance totale. Celle de Van Poppel, un peu plus, quand même. Est-ce Van qu'on peut Poppel, dire, est-ce qu'on peut faire le point un peu sur ce qu'ils ont dit? ouais, ouais, alors, Van Poppel, du coup, je vais aller alors la déclat, du coup, Tu de l'as mis dans la merde, Lefebvre. Romain, là. Non, non, la déclat de Lefebvre, il dit: «Il a des éraflures sur l'épaule et sur le dos. On fera le bilan des blessures quand les médecins l'auront vu. Fabio m'a dit qu'il était avec Julien Alaphilippe qui essayait de le ramener devant. Il s'est brièvement écarté du peloton, s'est remis dans le sillage des autres coureurs, mais à ce moment-là, Mathieu Van Der Poel est passé avec Jasper Philipsen. Il a touché sa roue avant et il est tombé. Il a dit que c'est la roue de Philipsen. En tout cas, ils se sont accrochés». Donc voilà pour les déclats, de Lefebvre. Et en ce qui concerne la déclat de Van Poppel, donc lui était dans la roue de Philipsen. Il dit: «Je ne sais pas ce qu'a fait Philipsen, j'étais derrière, je voyais le combat entre Fabio Jacobsen et Jasper Philipsen, ils se poussaient un peu. Fabio est tombé et Jordi Meus, donc son équipier, lui est tombé dessus. Heureusement, son vélo est tombé à droite de moi. C'est pour ça que j'ai pu continuer. Parfois, vous voyez quelqu'un faire quelque chose de vraiment stupide et parfois quelqu'un le fait exprès. C'est pas différent avec Jasper. Je ne sais, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Mais je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, car cela fait peut-être partie du sprint. Je ne dis pas que c'était de sa faute, car c'est aussi le risque du métier, bien sûr. Je vieillis moi aussi. Je vieillis moi aussi. Alors, enfin, après, c'est pas très clair. Voilà, ce qu'il dit, c'est une traduction. Il dit que Euh, je prends de l'âge et on se met ouais, à parfois à penser un peu différemment. voilà, c'est ça. Mais voilà, là aussi, c'est pour ça que j'ai pas donné toutes les déclats parce que là encore, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair. Moi, ce que je regrette, pour ne rien cacher, c'est, la réalisation, qui, globalement sur le Tour de France est quand même la meilleure du monde. Sur les sprints, il y a quand même des petits trucs qu'on voit pas. Je trouve ça dommage parce que c'est des zones, en plus sur un circuit pareil, où on pourrait parfaitement tout voir en fait, peut-être avec des caméras fixes, bien placées. Et là, j'ai la Oui, ou même en sensation qu'on replay, loupe. mais même avec les replays, on l'a pas Ouais. pu voir. Bah, même avec des replays. Alors voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, tout à fait tout dire. En tout cas, on a vu qu'il y Parce avait de que la faut tension, il y a donc eu des chutes. Est-ce que vous imputez ça au parcours alors que là, c'est large? Heu, Pourquoi est-ce que, derrière, certains s'en prennent un peu à ce circuit Paul Armagnac? Parce que pour rappel, ceux qui n'ont pas vu l'arrivée, c'était sur un circuit quand même, donc c'est très large. Ouais. Moi, juste pour finir sur l'histoire, Jacobsen, on a essayé de regarder quand même, faut dire, depuis un 1/4 d'heure, on essaie de regarder avant l'émission, on essaie de regarder le sprint, de nouveau en direct, pour voir ce qui se passe à 1,7 km quand Jacobsen tombe. C'est très dur. On a regardé 15 fois l'image, en boucle. C'est très dur de voir qui touche réellement, Jacobsen. Il y en a dans le chat qui disait tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça sort, mais qui disait, qu'apparemment Jacobsen aurait pu peut-être toucher aussi un Intermarché et que ce serait peut-être pas Philipsen. Donc à voir. Mais moi, je pense quand même que le circuit automobile là, a un rôle dans les chutes qu'on a vues dans le final parce que
aussi large que ce soit, les coureurs sont pas habitués à courir sur un circuit et arriver à 150 là-dessus, à devoir remonter. Les virages, c'est quand même des virages, particuliers. En fait, c'est pas des virages de de ville ou des virages d'une route classique, c'est Ouais, des mais ils sont virages. encore moins secs. Bah, alors certains sont moins secs, mais en fait, certains se referment un peu bizarrement quand même. Certains sont très longs et il y a des moments, c'est sorti un peu large, moi j'ai eu peur. Et en plus, il y a le côté, c'est Nico Pertuis qui disait ça, hier dans le podcast de l'équipe. Il dit, justement, même si je suis pas un spécialiste Formule 1, sur un circuit automobile comme ça, il y a en fait la trajectoire utilisée par les voitures qui est avec des petits bouts de gomme et qui du coup, accroche bien en termes d'adhérence. Mais quand on s'écarte de la trajectoire habituelle des voitures, et ben, on est sur une partie de la piste qui peut être poussiéreuse et potentiellement, glissante parce qu'elle accroche beaucoup moins et je ne sais pas si c'est lié à ça. Je ne sais pas si c'est la nervosité du fait d'être sur un circuit qui est un truc un peu méconnu pour la plupart des coureurs, mais moi, j'ai du mal à me dire que ça n'a rien à voir dans les chutes qu'on a vues aujourd'hui. T'en penses quoi, Paul? Je suis pas je suis pas convaincu par, l'argumentaire de Robin. C'est rare parce qu'il est toujours excellent normalement, Robin. Non, moi je trouve que des chutes, il y en a tout le temps. Aujourd'hui, c'était très tendu. C'est la dernière chance pour les sprinteurs avant, au moins vendredi. C'est une chance pour les sprinteurs, comme il n'y en a pas beaucoup aussi sur ce Tour de France. Plus les jours passent, plus elle diminue en plus. C'était très tendu parce que tout le monde veut gagner. Les gars d'Eurosport qui commentaient l'étape en parlaient bien. Il y a entre 10 et 12 coureurs, qui étaient chauds pour faire le sprint Ouais, aujourd'hui. mais hier C'est énorme, aussi et c'est ça trop. tombe pas. C'est trop. Bah, ça parfois ça tombe pas, Robin, et quelles que soient les étapes, on n'a pas attendu, d'aller Sondage, sur hein. un circuit automobile pour qu'il y ait des chutes dans des finales de sprint massif. Du coup, moi, je sais pas si on peut imputer ça au circuit automobile. Tout ce qu'on sait, c'est que Nico Pertu a raison. Moi qui suis un peu la Formule 1, d'ailleurs, allez voir les pistonnés, on a fait une très belle émission, cette semaine pour parler du Grand Prix d'Autriche. Bah, oui, il y a toujours cette trajectoire qui est adhérente et le reste qui peut faire glisser, qui n'est pas, en tout cas, qui n'accroche pas. Ça c'est un fait. Le fait est que, moi ce que j'ai vu comme chute, c'est, des écarts. C'est des coups sur des coups d'épaule, le Uno X qui fait tomber Axel Zing non, c'est pas Axel Zingler, c'est Alexis Renard qui tombe, je C'est crois. Alexis Renard, ouais, qui était dans la roue, en fait, de Ça, c'est Brian pas dû Cocard. au ça, Mmh. au circuit automobile. C'est Warren La chute Scholz qui avait fini de lancer Christophe, oui, c'est ça, qui, c'est ça. qui en fait se décale, même regarde derrière lui et qui fait tomber, Alexis C'est Renard. c'est ça. Il fait une erreur totale, hein, C'est ça, Warren Scholz. la chute de Jacobsen, elle arrive en milieu de peloton sur une ligne droite. On est sorti de virage, on est sur la bonne trajectoire. Écoute, moi, je pense pas que ce soit dû à ça. Je pense que c'est dû à cette tension naturelle qu'il y a à la bord d'un sprint massif. Hier, c'est passé et on a eu chaud, hein, parce que, les Alpecin, ils sont à 2 doigts de se foutre en l'air à 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Aujourd'hui, c'est pas passé, on a eu quelques chutes. Je sais pas si on peut l'imputer au circuit automobile. En tout cas, j'en suis pas convaincu. Mmh. Bon, voilà, on n'aura pas la réponse de toute façon. On peut enchaîner avec, du coup, Philipsen qui gagne. Il gagne devant, Caleb Ewan et Baos. Hier, c'était une surprise, de voir, ces, 2 hommes-là, sur le podium. Donc, hier, c'était Baos qui était deuxième, Ewan troisième. Cette fois, c'est Ewan 2e, Baos troisième. Et avec un Ewan, les gars, qui est vraiment pas passé loin du tout, d'aller la chercher. Ewan, il était placé derrière la porte qui faisait le sprint et après il a réussi, finalement à se décaler sur la gauche, mais il est en forme, Caleb Ewan. Ouais, j'ai l'impression, c'est un sprint un peu chaotique, donc s'il y avait eu qu'aujourd'hui, je t'aurais dit: «Bon, ça veut pas encore dire grand-chose», mais tu l'as très bien dit, il y avait déjà hier où il fait troisième et du coup, c'est, un très bon début de Tour de France pour Ewan, en qui moi je ne croyais absolument pas avant le départ du Tour pour une victoire d'étape, mais là je vais être obligé de le reconsidérer dans la hiérarchie des sprinteurs. Malheureusement, on ne sait pas trop ce que vaut Jacobsen parce que hier il peut pas complètement sprinter, aujourd'hui encore moins. Et un peu pareil pour Van Aert, j'ai envie de dire. Mais On va finalement, ouvrir le dossier Van Aert quand même, hein. ouais, mais du coup, Ewan, pour le coup,
bah, on sait ce qu'il vaut, désormais et on a eu la preuve aujourd'hui qu'il est tout proche de Philipsen, donc ça veut quand même dire beaucoup. En plus, sans avoir lui été emmené, à la perfection pour le coup, puisqu'il était un peu plus isolé. Donc, non, franchement impressionnant Caleb Ewan. Baos bien, mais pour le coup, là, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Kokar, il profite aussi de la désorganisation et il termine pas, pour la gagne. Moi, celui qui m'a impressionné, c'est vraiment Ewan parce que, franchement, j'ai l'impression que s'il y a, 20 mètres de plus, il saute Jasper Philipsen. Ouais, moi je suis d'accord avec Robin. C'est une surprise, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Ça fait 2 jours que j'en parle pas comme potentiel vainqueur. Bon, quand même, j'ai eu la lucidité et surtout, il y a un mec qui me dit: «J'ai suivi Paul sur Winamax ce matin, du coup, je suis pauvre». Ce matin, je dis que j'allais mettre une pièce sur Caleb Ewan sur podium. Caleb Ewan a fait podium et ça m'a remboursé, ça m'a même fait gagner 2 euros. Ça m'a remboursé, du coup, tout ce que j'avais misé ce matin. Donc je suis même gagnant, Tu as gagnant gagné encore combien? aujourd'hui. J'ai gagné, en total, j'ai gagné 2 euros aujourd'hui. D'accord et Ewan, il t'a fait gagner, tu mis beaucoup sur Ewan? Et One, il a dû me faire gagner, j'ai dû mettre 2 ou 3 euros. Il a dû me faire gagner 12 euros. C'était cote à Pas mal, 3,5, Ewan, je crois. pas Donc, mal. je sais plus exactement. Mais, Ouais, on fait mais attention quand on parie, bien évidemment, vous le savez évidemment, tous. on parie les sommes qu'on peut parier. C'est pour ça Heu, qu'avec Polo, on met 2 €. voilà, sachant qu'avec Robin, nous, c'est du gain de petit, c'est du gain de terrain, façon rugby, ruck par ruck, du jeu au prêt comme tu l'aimes Joseph. Mais pour l'instant, ça marche. Un peu mieux que Robin pour moi d'ailleurs, mais j'en dirai pas plus. Je suis quand même pas cata, mais ça c'est vrai que ça marche mieux pour toi. Non, pour revenir sur Kevin, voilà, pour finir, sans paraphraser Robin, je m'y attendais pas, voilà, il y a Mmh. des fois, on peut dire, voilà, ça, on vous l'avait prédit que Jasper Philipsen serait l'épouvantail des sprints sur ce Tour de France. Par contre, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Caleb Ewan allait pouvoir rivaliser avec lui. Moi, j'y croyais pas une seule Mmh. seconde. Après, il profite encore une fois de sprints qui ne sont vraiment pas, limpides. Après, est-ce que, on verra des sprints limpides d'ici la fin Alors on du verra, Tour de c'est vrai. France? C'est C'est pas dur c'est sur pas le c'est tour. pas forcément sûr, hein. Donc, Surtout quand c'est pas le problème de les Caleb mecs ont de Ewan. l'énergie comme ça, il s'est rien passé de la journée. Mmh. Bon, de toute façon, c'est pas son problème avec Caleb Ewan qui lui accumule les belles places, accumule les points UCI comme disait quelqu'un dans le chat. On sait que c'est important pour la loto et surtout, il le disait là à la fin de l'étape, Mmh mh. au-delà de la place, il se dit qu'il peut gagner et quand tu fais les résultats qu'il a fait depuis 2 jours, c'est clairement une possibilité. Mmh. Et du coup, Baos, lui, il y a eu un gros boulot de Mohoric qui a été fait en préparation du sprint. On l'a même vu, quand on est rentré sur le circuit, Paul Armagnac mener ce peloton. En revanche, après, du coup, Baos, il s'est retrouvé un tout petit peu seul, mais il a eu la lucidité d'aller chercher la roue, de Philipsen et finalement d'aller chercher une très belle 3e place, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, après, du coup, pour, rappeler ce top 10 du sprint, on voit Cocard arriver 3e, Cocard qui a été emmené, 4 du coup, 4. 4e pardon, qui a été, bien emmené par Alexis Renard. Renard, j'ai l'impression qu'il en avait encore sous le pied. Je ne sais pas si, Cocard, heu, lâche sa roue parce qu'il se dit qu'il est un peu fatigué, mais Renard, il a fait un énorme boulot. Non, je pense que Cocard lâche la roue parce qu'il sait que c'est trop tôt pour être, devant. À un moment, on arrive à l'entrée du circuit, je sais pas Mmh. ce que Mais je fait sais Paul. pas, bah, elle est floue, elle est passée floue Arrête de de ouf, laver ta ma webcam Il là. s'est Alors pour approché, ceux il qui nous a nous fait les écoutent, gros yeux sachez à 2 que, centimètres de la cam. il est en train de C'est laver sa insupportable. caméra. Mais Tu je la as lave pas, elle un est problème propre, de Mets fluide. la main devant. Bah oui, mais ça fait 4 fois que je le fais. Continue Non, mais là, Robin, c'est je pas m'en occupe. c'est bizarre. Ouais, je disais, à mon avis, Coquard s'est rendu compte qu'il était devant trop tôt. Ouais, Il y a je sais plus qui roulait. Ah si, c'était Mohoric. Il y avait Mohoric, Vingegaard, Mohoric, Alexis Renard et Coquard c'est ça. et il restait 2,5 kilomètres. Donc c'était un peu, malvenu de se retrouver à prendre du vent à ce moment-là. Je pense que Coquard l'a compris. Il s'est replanqué un peu comme il a pu, même s'il est resté dans les premières positions du peloton et certains me disaient dans le chat tout à l'heure: «Tu es sévère» quand je disais que, Coquard bénéficie des conditions un peu particulières de ce sprint pour aller faire 4. Je pense pas que ce soit sévère. Je pense que Brian Cocard, il est sans doute en très bonne forme, il est en train de le montrer, mais son terrain, c'est quand même pas des sprints tout plats comme ça. Donc si tout le monde sprint aujourd'hui, il fait pas quatrième, je suis désolé. Et c'est pas lui faire injure, c'est juste que sur un sprint tout Ouais, plat comme ça, il est dominé par un certain nombre de gars. En revanche, il montre, un, qu'il est en forme, deux, qu'il a envie, parce qu'il se retrouve à aller se bagarrer dans un sprint comme ça, avant même que ce soit désorganisé, il montre qu'il veut y aller. Et voilà, il fait du mieux qu'il peut. Et sur un sprint plus compliqué sur ce Tour de France, il pourra peut-être aller chercher un podium, ça j'y mmh. crois. Et pourquoi pas aller titiller les meilleurs. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Polo sur Cocard. Écoute, moi j'ai quand même l'impression que, on est au maximum
de ce qu'il peut atteindre en termes de résultats. Parce que, finalement, aujourd'hui, vraiment dans un sprint décousu, lui est très, très bien placé, très bien entouré, avec un peu d'Axel Zingler au début, un peu d'Alexis Renard, je viens de voir le commentaire qui t'a fait rire, Joseph, avec un peu d'Alexis Renard surtout à la fin. Hem je ne sais pas s'il peut mieux faire. Ça va trop vite maintenant pour lui. C'est plus le Brian Cocard qui rivalisait avec Marcel Kittel sur le Tour de France. On est sur un Brian Cocard dans un autre profil. Un profil où Cocard a besoin d'un peu plus de pourcentage, sur les arrivées Dommage. et le voir déjà 4e d'un sprint comme ça face aux meilleurs, je trouve ça déjà une superbe performance. Après, si tu me demandes s'il peut en claquer une, il faudra vraiment qu'il se passe un tsunami, pour que Coquard lève les bras. Ça ne pourra pas être à la régulière, je ne pense pas. Il lui manque quand même cette pointe de vitesse, qu'ont les autres. Par contre, on le sait, on l'a vu, il sait frotter, il sait se placer et il n'a pas besoin d'un train de 10 000 personnes pour aller chercher, déjà 2 beaux top 10, sur ce Tour de France. Je pense que c'était les objectifs, hein, de Bryan Coquard et j'entendais son interview ce matin qui disait: «On a regardé le sprint d'hier avec les gars, on n'avait pas l'impression d'être dans le coup et en fait, finalement, on était plutôt dans le coup donc c'est pas mal, ça donne des idées pour la suite». Voilà, j'aurais fait 4e. Après, ouais, si tu me demandes s'il peut faire mieux, un podium, pourquoi pas? J'ai quand même du mal À à imaginer l'imaginer gagner. lever les On bras verra. sur ce Tour de France. En tout cas, On pas verra sur un sprint. effectivement. Pas Faudra on va J'aime bien des l'étape de Limoges. événements, J'aime bien l'étape de Limoges pour lui, mais sur un sprint plat, j'ai quand même, j'y crois Ouais, non, sur un pas plus sprint que plat, on ça. sait que ça arrivera pas. Oui, on est d'accord. En tout cas, j'ai mis un sondage et pour le moment, voilà, 83 vous répondez, non à Coquard peut-il en claquer une? Mais j'ai envie de voir le truc aussi à l'inverse, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, ça a un peu changé. 20 d'entre vous, imaginent Coquard capable, d'en claquer une, c'est tout ce qu'on espère, en tout cas pour En Coquard tout qui cas, a on le 3 souhaite, ça victoires c'est cette clair. saison. En tout cas, on lui souhaite, En tout cas, on le souhaite. exactement. Mais donc voilà, Cofidis fait un beau début de Tour de France, et ça aussi, c'est à noter, ils sont en forme. On a vu Zingle hier, on a vu, Renard l'emmener aujourd'hui, et l'a fait bien évidemment. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Derrière, Cavendish qui fait 5. Bon, il a perdu, Luisson Sanchez sûrement, Luisson Ah, c'est Sanchez sûr, qui hein, a il a lourdement abandonné. chuté, il a abandonné du coup? Et il me semble que c'est une info de chat que j'ai vue au début d'émission, on le confirme, nous on n'a pas pu checker du Je coup crois parce qu'il qu'on a avait passé lancé la ligne. l'émission. Bah, j'ai l'impression, pour Hem, moi, il passe la ligne sur Pro Cycling Stats, ah, tout à l'heure, il avait passé la ligne et là, il a il pas a pu passé la passer la ligne. ligne. Là, il a pu passer la ligne, Il a effectivement, passé donc il l'arme a à sans gauche. doute, Ah, moi j'espère je qu'il le a pas passé l'arme à gauche quand même, mais j'ai l'impression qu'il a On abandonné. va attendre de voir ce que nous dit le chat, mais moi, c'est ce que j'ai lu dans le chat tout à l'heure. Ouais, Donc, ouais, non, mais en il plus est à là, l'hôpital, dit Toff. c'est pas bon signe pour repartir le lendemain quand bah, même, hein. il a Ah. terminé, mais il va sans doute peut-être à un moment donné, on verra. Et après, bon, quelques déceptions au-delà de ça, que ce soit Girmay, qui, n'a vraiment pas pu, sprinter et Groenewegen qui a lâché la roue de Mesgetch, alors que Mesgetch, il est 9e à 500 mètres, c'est Cavendish qui est dans sa roue. Groenewegen, il est très loin, donc des petites déceptions. On verra comment ça continue. Je voulais juste vous poser la question pour terminer, sur Allez, cette posez la étape, question. les gars. C'est Van Aert. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Van Aert? On l'a vu en pleine étape, aller, attaquer, et réveiller un peu tout le monde. Son sprint aussi est bizarre, très loin de la porte. Comment est-ce que vous analysez ça? Tu veux y aller, Robin? Je sais pas, peut-être qu'il s'emmerde, hein, Van Aert, hein. Ouais, moi, je sais pas s'il s'emmerde ou pas, Termine 9e. j'ai quand même l'impression qu'il a envie de faire des très beaux pieds de nez à son équipe. Cette histoire-là, alors que tu joues le classement général, que tu es sur une étape de plaine où tu as tout, tu as vraiment toutes les conditions réunies pour te reposer et pour enlever un peu d'afflux nerveux, à toi, à ton équipe et cetera. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu attaques. Pourquoi? Ça met la panique un peu à tout le monde, notamment à tes directeurs sportifs, à ton staff, peut-être même à tes coéquipiers, tu ne sais pas ce qui se passe. Van Aert, ça fait un kiff avec les Belges, d'après Philippe Gilbert. Tu perds en plus de l'afflux, du physique pour terminer l'étape alors que tu dois jouer le sprint sur lequel tu as promis une revanche après ce qui s'est passé hier. Tu arrives sur le sprint, toute ton équipe fait le train à l'arrivée sur le circuit avec Vingegaard en protection. Et La toi, porte idéalement placée.
la porte idéalement placée et toi, tu es 30 places derrière. Alors tu es au niveau des Alpecin, je regardais, j'essayais de voir, il restait à peu près trois bornes, 4 bornes, c'était pas encore irrémédiable pour remonter. Surtout qu'il était à côté de Philipsen, il a peut-être, calqué son effort et sa place sur celle de Jesper Philipsen. Le problème, c'est que quand Philipsen, remonte, lui, il ne remonte pas. Je ne comprends pas pourquoi il s'est dissocié autant de son équipe, Jumbo-Visma dans le final de cette étape. Il avait tout à gagner à rester là-bas. Moi, je préfère un Van Aert qui se fait confiance, qui fait confiance à son train, qui fait confiance à Christophe Laporte pour le lancer, plutôt qu'essayer de jouer avec Jasper Philipsen, qui, on sait, n'est pas non plus celui qui frotte le mieux, qui fait un peu n'importe quoi depuis 2 jours, mais qui est sauvé par une superbe équipe alpécine. Ouais, après Euh, ça se tient de vouloir le suivre, parce que tu sais qu'il va être emmené bah, parfaitement. Donc, tu te dis: «Si lui, il est emmené parfaitement et que je suis dans sa roue, je Ouais, vais mais être emmené parfaitement moi aussi». à 500 mètres, en tout cas, il est très loin. J'ai fait le Oui, c'est ça, classement à mais c'est ça le pourquoi il est 500 pas avec souci. mètres. la, pourquoi il est pas avec la Jumbo? Moi, c'est ça ma vraie question. Après, Bah tenir oui, la route parce que j'ai Philipsen, fait le ça a du classement sens, mais la à route, tu la prends tu la prends à 1 kilomètre. La route Non, mais c'est Philipsen, tu la surtout que prends pas à 4 s'il kilomètres. fait ce pari-là de prendre la route Philipsen, il doit la garder et comme dit bien Joseph, sûr. à 500 À mètres, il est plus 500 du tout là. mètres de l'arrivée, Laporte, il est troisième, il est juste dans la roue de Christophe. Philipsen, il est huitième sur la gauche de la route avec Mathieu Van Der Poel. Van Aert, il est 17e. Le seul mec qui est derrière lui, les deux seuls sprinters qui sont derrière lui, c'est Mozzato et Strong, qui finiront par remonter un tout petit peu pour finir 11 et 12. Van Aert finit 9, mais il est beaucoup trop loin, j'ai l'impression. Il est même dans la roue d'un Groenewegen, de Meus, il est derrière Girmay, enfin, il est derrière tout le monde. Donc, il y a vraiment eu quelque chose d'étonnant. Après, effectivement, je ne sais pas, Mère Bleue dans le chat parle effectivement de la naissance de son enfant. Peut-être qu'il n'a pas envie de se frotter, Les qu'il championnats du veut monde aussi, s'assurer hein. d'être là. Il y a les championnats du monde, voilà. Il y a aussi ce pic de forme. Est-ce que véritablement il a les jambes pour aller chercher ces zones-là? Hier, on avait l'impression que oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est un truc un peu plus puissant. Il cherche son pic de forme pour 2 semaines après le Tour de France. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent pour Wout van Aert. C'est difficile d'y répondre. Maintenant, c'est vrai que sa sortie du peloton en plein milieu de l'étape, voilà, c'est comme Ouais, le dit Paul, c'est peut-être la raison que tu as évoquée. moi, Franchement, je ne vois pas j'ai pourquoi on se refuserait d'imaginer ça, étant donné que c'est tellement flou. Après, voilà, Cosnefroy, quand il est sorti, on lui demande pourquoi tu as fait ça. Il dit, il dit on va faire l'interview avant d'arriver. Euh, Vous allez me demander pourquoi, je vais vous dire que je sais pas, parce que je sais pas. Enfin bon, c'était peut-être pour avoir le classement du meilleur combatif, mais des fois les mecs ils font des trucs, voilà, mais ils le sentent, ils sortent, je sais pas. je veux Ouais. juste, Curieux. rebondir sur un commentaire que j'ai vu, où on me dit: «Le train, c'était pour Jonas Vingegaard, la Jumbo avait bien anticipé l'aspect dangereux de l'arrivée du parcours». J'ai fait: «Mais, OK, alors, oui, complètement et bravo à la Jumbo. Qu'est-ce qui empêche Wout van Aert de faire partie de ce train?» Pourquoi Wout van Aert ne fait pas partie de ce train? S'il veut pas frotter, s'il a pas envie de prendre des risques, s'il a envie de se préserver, ses chances pour la suite, s'il pense à sa famille et cetera. L'endroit où tu as le moins de risque de tomber, c'est là où était Jonas Vingegaard. C'était en tête de peloton, protégé par ses coéquipiers et Wout van Aert avait toutes les raisons d'être avec eux et en plus de ça, ça lui aurait permis d'être dans une position idéale pour disputer le sprint en Et attendant puis tranquillement que les trains des équipes de sprinteurs remontent à côté, en faisant moins d'efforts, je pense. C'est surprenant. C'est surprenant parce que pour le coup, lui, c'est pas son genre d'être mal placé comme ça. Et Mmh. puis surtout Polo, si tu as pas envie de faire le Tour de France parce que tu as envie d'être, prêt pour les championnats du monde ou que tu as surtout pas envie de tomber et bah, tu fais pas le Tour de France. Tu peux aussi dire, en plus il avait l'excuse parfaite quand même avec la grossesse de sa femme, «Ma femme est proche d'accoucher, je vais rester avec elle, fin de l'histoire. Je ferai pas le Tour cette année». Alors est-ce que, en fait au début du Tour il était motivé, et l'épisode, le petit drama avec Jonas Vingegaard sur la deuxième étape a un peu refroidi ses ardeurs, je sais pas. Du côté de Jumbo-Visma, on a essayé après ça de calmer un peu tout. On a dit que non, tout allait bien, que si Vingegaard est parti rapidement, c'est parce que, il avait pris sa douche plus vite que les autres, je parle de dimanche soir à Saint-Sébastien. Bref, on a essayé de mettre un peu l'affaire sous le tapis. Personne n'est dupe quand même. On a tous vu les images, au passage de la ligne. On a tous vu, ce qui s'est raconté de Van Aert au bus. Donc, peut-être que c'est plus gênant, dans la vie interne de ce groupe-là que ce qu'on aurait pu imaginer. Peut-être que ça a créé un blocage pour Van Aert qui a un peu lâché. On va vite le voir parce qu'il reste des étapes très importantes. Il reste à la fois des étapes où Vingegaard va avoir besoin d'un gros Van Aert à côté de lui et il va y avoir aussi très vite, d'ici la fin de semaine, des étapes où Van Aert peut de nouveau jouer la gagne. Donc on va très vite voir si Van Aert est dedans ou pas. Mmh. Heu
Sur la fantaisie, du coup, enfin, chute de Philipsen, pardon, Non? de Jacobsen, on l'avait mis tous les 3, donc évidemment, Ouais, il prend cher. On se fait allumer, Il aurait mieux mais par fallu exemple mettre finalement Jacobsen hier quand il faisait 4 et Philipsen Bien sûr, aujourd'hui. mais c'est pour ça ça, que la c'est le dur fantaisie jeu de la fantaisie et c'est c'est pour très ça que la cool. c'est pour ça que la J'adore. fantaisie est intéressante. Faut pas se dire au bout de la 3e étape: «Ah putain, j'ai mis Nelson Poles, il a pris un tir, j'ai mis Van Der Poel, il a pris un tir», la fantaisie, c'est très long et tu es pas à l'abri de Après Polo, tu as pris 3 tirs en tromper. 4 jours donc J'ai pris 3 tirs en 4 jours, mais je joue à la fantaisie, c'est le panache. Martin Moi, voilà, Fourcade, le mec. moi je de ouf, de ouf, mais moi je suis au panache sur la fantaisie et on Et peut cela choisir. étant, bravo à Ragnar du 75, qui, est désormais premier parce que du coup, il avait mis, Caleb Ewan, Il a que 16 donc points, il a 16 points seulement, c'est donc c'est très, bravo à très lui. solide. Ça veut dire qu'avant, il en avait 15. Eh oui, non, il en avait pas 15. Non, il en avait pas 14 15, il s'il en a avait mis Caleb 14, Ewan. 14. ouais. J'ai réussi à me tromper. J'aurais pas le bac cette année, en tout cas. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont eu le bac, hein, les gars. C'est cette Ouais. année, Il y du avait coup, quelques c'est messages dans le chat. ah ouais? Ah bah, Bravo messieurs, pour tous les rouleurs qui ont eu le bac, félicitations. C'est un ouais, grand moment d'une vie. ouais. Faites attention ce soir quand même. Tu es Non, bien placé fêtez-le pour en bien, mais parler, Mais juste ne Joseph. prenez amusez-vous pas la bien. voiture. Ouais. C'est la pire de ma vie, hein, tout simplement. C'est la pire cutasse de ma vie. C'est simple, les amis. Polo, il m'a ramené. Ils m'ont foutu dans une poubelle. Cet enfoiré. Ils m'ont foutu dans une poubelle, mais ils m'ont ramené chez lui et j'ai dormi Mais écoute Joseph, tranquillement parce à que bon là, port. elle est bizarre ton histoire. C'était la plus grosse cuite de ma vie, ils m'ont foutu dans une poubelle. Il y a un contexte. Joseph a eu son bac, moi j'ai eu l'année d'après parce que j'avais redoublé, mais j'étais quand même Tu avais venu avec redoublé, lui pour Polo? ouais, j'avais redoublé à ma seconde. Mais j'étais quand même allé avec les gars pour fêter le bac, de Joseph et d'autres potes à nous. Par Joseph anticipation, le mec. Joseph force un peu, force beaucoup trop même et on se retrouve au Champ de Mars. On Il y s'amuse, avait les pas il y frères. avait pas Uber. À l'époque, il y avait pas encore de Uber, il y avait des taxis, mais les taxis nous refusaient parce que Joseph ne tenait plus debout. Du coup, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Le sol était frais. Avec un pote à moi, on a dû, porter Joseph du Champ de Mars jusqu'à Porte de Boulogne. Saint-Cloud. Jusqu'à Porte de Saint-Cloud, C'est côté long, hein. côté Boulogne et je peux vous dire que c'est très long et on a usé de tous les moyens possibles pour, faciliter ce déplacement. On a voulu mettre Joseph sur une barrière en mode brancard. Après, on a voulu mettre Joseph dans une poubelle et faire rouler. Les 2 ont pas marché. On a mis, je pense, 4 heures pour rentrer. Voilà. Bravo Faites Joseph qui a eu attention, son les bac. frères. Bravo Joseph qui a eu son bac, mais c'était pas une très bonne soirée pour lui. Ma mère nous a ouvert en voyant le déchet que c'était et je peux te dire que Joseph était pas fier le lendemain. Pas fier, mais la vie m'a appris une belle leçon. C'est vrai que On se connaît depuis le ça lycée? fait Non, on se connaît depuis la primaire avec Joseph. ouais. Donc autant vous dire que ça commence à chiffrer au niveau des années. Ouais, effectivement. Mais c'est des beaux souvenirs quand même. On s'amuse bien. Il faut s'amuser dans la vie et surtout bien profiter. Donc encore bravo à tous ceux qui ont eu le bac. Souvenez-vous-en. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, on peut donc passer, les amis, à la preview. On rappelle juste les classements annexes. Donc maillot jaune pour Adam Yates devant Tadej Pogacar et Simon Yates. Les deux ont 6 secondes de retard sur Adam. Maillot vert, du coup, c'est Jasper Philipsen qui le prend. Il prend 70 points aujourd'hui grâce à la victoire. Le maillot à pois, c'est toujours Nelson Powless qui le prend. Anthony Delaplace, il a pris le seul point de la journée quand il est sorti avec Benoît Cosnefroy. Et ça va avoir son importance potentiellement pour demain sur la preview. Et évidemment, le maillot blanc, c'est toujours Tadej Pogacar. Donc, preview de la 5e étape. Donc, demain, on va jusqu'à Larens. Donc, Pau Larens, ça rappellera peut-être des souvenirs parce que c'est une étape du coup qui a déjà eu lieu du coup sur le Tour de France. C'était Hirschi qui avait gagné. C'était Tadej Pogacar qui avait gagné devant Hirschi et Hirschi avait fait un joli numéro, mais il avait été battu finalement au sprint quand il avait été repris par les favoris. Donc c'était quand même un petit groupe qui était arrivé. Après, voilà, demain, ça va peut-être se passer un peu différemment. Donc, on arrive vraiment dans les Pyrénées. Ça passe le col du Soudé, donc hors catégorie. C'est 15 bornes à 7% de moyenne. Il y a le troisième catégorie, le col d'Icher, qui fait 4 kilomètres à 7%. Et après, du coup, les gars, il y a le col de Marie-Blanque, donc 7,7 kilomètres à 8,6% de moyenne. Et il y a des passages quand même à des forts pourcentages, et notamment les 4 derniers kilomètres qui sont à 11, 12, 14 et 10%. Il y a des bonifs au sommet à 10, 6 et 4 secondes. Alors, c'est pas très haut, Marie-Blanc, c'est à 1000 mètres d'altitude. Quel genre de C'est scénario vous 10-6-4 voyez? les bonifs, Joseph? Alors, C'est ouais, pas 8?
De C'est quoi? pas 8-5, c'est pas 8-5, Eh beh, écoute, je 3? pensais que c'était 8-5-3 effectivement et après en vérifiant, j'ai vu 10-6-4 donc effectivement OK. à vérifier. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario hier et comme demain, pardon? Qu'est-ce que vous voyez comme scénario demain, les gars? 8-5-3 me confirme, le chat, tu avais raison, Ouais, ouais. normalement les bonifs c'est 8-5-3 et 10-6-4 c'est à l'arrivée. Moi je pense que c'est difficile à lire demain, ça ressemble un peu aux étapes du Pays basque où on avait du mal à savoir, si les favoris allaient avoir envie de se battre et demain c'est un peu ça aussi. Certes, c'est l'arrivée dans les Pyrénées, mais c'est pas encore, des énormes ascensions, même si Marie-Blanque, c'est honnêtement très dur et une fois que ça commence à monter Marie-Blanque, ça n'arrête pas de monter et il y a jamais de replat donc c'est vraiment très compliqué. Il y a honnêtement un terrain pour des attaques de notamment de Tadej Pogacar s'il a envie. Il y a les pourcentages, il y a un col assez long pour ça, il y a pas de doute. Après, il y a quand même 18 kilomètres, entre, la descente et la plaine pour aller jusqu'à la Reims derrière. Ça l'avait pas gêné en 2020, mais ils étaient arrivés de mémoire, dans Marie-Blanque, déjà un peu entamés et pas très groupés. Est-ce que ça va être le cas de nouveau cette année? Je me pose la question, sachant que c'est quand même une étape qui ressemble à une opportunité pour UAE de lâcher le maillot jaune, même si depuis le départ, ça a pas l'air d'être leur objectif. On sait qu'on a vu à Saint-Sébastien, ils ont roulé toute la journée et ils ont voulu garder ce maillot. Donc, est-ce que demain, ils vont nous refaire la même? Il y avait beaucoup de gens qui disaient: «Ils vont lâcher le maillot à Saint-Sébastien, juste après de l'avoir pris la veille avec Adam Yates. Ils vont pas vouloir se le trimballer». Et ils ont pas du tout fait, ce qu'on les attendait ce qu'on attendait d'eux. Ce qu'on Ils ont attendait. gardé Mmh. ce maillot et j'ai l'impression que c'est pas tant que ça à l'ordre du jour de lâcher ce maillot jaune. Donc je suis un peu embêté parce que pour moi c'est très, surprenant, enfin c'est très indécis et on est dans le même scénario qu'à Saint-Sébastien, c'est-à-dire que même si UAE veut lâcher le maillot, il y aura peut-être d'autres équipes qui vont rouler pour elles le reprendre. Je pense à Jayco par exemple, qui a un Simon Yates super bien placé, qui pourrait lui se dire que c'est sa peut-être dernière chance de prendre le maillot. Mmh. Il y a quelques scénarios qui sont évoqués dans le chat. Baroudeur, Edgar espère que l'étape de Cauterets, ne va pas obstruer celle de demain, donc c'est celle d'après-demain, celle de Cauterets. Gia, il parle d'échappée. Il y a quelques Pinot qui pop up dans le chat aussi, et il y en a d'autres qui se disent, voilà, Moix dit, «Je vois pas pourquoi, Pogačar, arrêterait, cette stratégie, à user Vingegaard». Polo, tu en penses quoi? Complètement d'accord, complètement d'accord. Pour moi, on va avoir le même scénario qu'on a eu il y a 2 ans, avec une échappée qui sera plus ou moins fleuve, avec la capacité, d'aller au bout. Je pense que l'objectif de Pogacar ne sera pas forcément de gagner l'étape, mais l'objectif de Pogacar, ce sera de tester, Jonas Vingegaard dans Marie-Blanque, qui est une ascension qu'il aime, beaucoup. Ça monte pas forcément très haut, c'est pas forcément très long, mais c'est très raide, c'est très raide, oui. Je sais que Pogacar, il avait l'air assez déterminé quand il a donné son interview d'après-course tout à l'heure. Il a dit que le team UAE avait prévu, 2 voire 3 plans pour l'étape de demain. Moi, je vois une belle échappée de beaux grimpeurs dans laquelle on retrouvera du Powless, on retrouvera peut-être du Ciccone, peut-être du Pinot et cette échappée ira très loin et par contre derrière, ça va se faire la guerre dans Marie-Blanque. Quelqu'un le disait dans le chat, Marie-Blanque, même si ça roule pas à bloc, si tu es pas bien, tu vas prendre des tirs. Et c'est un premier test très intéressant, je trouve, surtout avec le col du Soudet un peu avant. C'est un premier test très intéressant déjà pour faire un premier écrémage. Et à l'image de ce qu'avait fait Tadej Pogacar sur cette étape il y a 2 ans, il aime beaucoup cette côte, elle lui convient parfaitement, ce col, hein, on n'est plus sur les côtes. Je n'imagine pas une seconde Tadej Pogacar rester au chaud dans le peloton sur Marie-Blanque demain. À voir si son accélération va permettre de revenir sur l'échappée et se jouer la victoire, comme c'était le cas en 2020. Mais en tout cas, il y aura une belle bataille avec les baroudeurs, ce sera intéressant. Et comme l'a dit Robin, ça reste pour l'instant indécis. Mais par contre, ce qu'on Ouais. peut dire, et ce que je peux dire en mettant ma main à couper, si ce n'est autre chose, c'est que Pogacar va bouger un peu, va faire secouer le cocotier dans Marie-Blanque. C'est vrai qu'il Ouais. y a pas de raison qu'il arrête cette stratégie et surtout s'il y a plus d'échappée à ce moment-là, parce qu'il y aura les bonifs en haut. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, si Pogacar attaque, j'ai du mal à imaginer quand même qu'il attaque loin du sommet. On peut imaginer que Vingegaard le suivra, que Pogacar prendra la bonif comme d'hab en haut, après demandera un relais à Vingegaard et Vingegaard dira non.
On verra aussi où est Wout van Aert. Ce sera peut-être la clé de cette étape, c'est-à-dire que si Van Aert est largué, parce que Marie Blanque, ça risque quand même d'être cette fois beaucoup plus dur que le Rheinskibel et donc beaucoup trop dur pour Wout van Aert. J'imagine pas Van Aert basculer, même à 20 secondes ou 30 Non, secondes non. de Pogacar. Donc Vingegaard ne pourra pas se cacher derrière ça. Il ne pourra pas dire: «Non, je te donne pas de relais parce que j'ai Van Aert derrière et je l'attends». Donc s'il se retrouve à 2 de nouveau, moi, c'est ça que je vais attendre finalement et même j'ai même envie de te dire, échapper ou pas échapper, je vais attendre l'attaque de Pogacar et parce que j'ai envie de voir aussi comment va réagir Jonas Vingegaard et où va attaquer Pogacar. Est-ce qu'il attaque à 500 mètres du sommet, ou est-ce qu'il finalement, change un peu de stratégie, attaque à 3 kilomètres, tu vois, par exemple, en se disant: «C'est peut-être déjà un jour pour, ne plus seulement prendre des bonifs, mais vraiment prendre du temps à Vingegaard». À voir. Moi, je pense que si Pogacar veut essayer de lâcher un peu Vingegaard en montagne, c'est sur ce type de profil de montée, plutôt que des montées plus compliquées qu'on aura déjà le lendemain vers Cauterets, comme le Tourmalet et ce qu'on va avoir aussi dans les Alpes, notamment, cette étape du col de la Lose dont je n'arrête pas de parler, mais qui me fait très peur en tout cas pour Tadej Pogacar, avec beaucoup plus d'altitude et dans vraiment un style de montée très différent. Col de Marie-Blanque, il y a pas non plus beaucoup de vallées derrière. Si Pogacar il va faire un petit écart, ça peut quand même un peu chiffrer et je pense qu'il l'a quand même en tête. Donc ça va être très intéressant demain. Je pense même que ça va être plus intéressant que l'étape, d'après-demain. Faut noter qu'il y a 70 kilomètres au pied du Soulé, Soudé. du Soudé, ça peut batailler très, très fort pour cette échappée-là. Voilà, quelques noms, Paul t'en as cité quelques-uns, effectivement Paulès, Pinot. Si Ciccone tente d'y aller, il est à 45 secondes au général. Ça risque de pas aller loin à mon avis, s'il y est, à mon avis, il sera repris. Mais il y a d'autres noms comme Chavez, Madouas, ils sont tous les deux, Pinot, Madouas sont à 2,47. Oui, Juan mais P. Mados Lopez, restera Madouas pour ira Gaudu. pas. Madouas ira pas. Pas sur cette étape en tout cas. Trop dur ouais, et trop risqué par rapport à ce c'est un qu'il peu peut dur, apporter à Gaudu, si Gaudu est dans le mal, c'est dans vrai. Marie-Blanque. Juan P. Lopez, Félix Gall aussi, il est à 5,43 au général. Paré Peintre, les Movistar aussi peuvent tenter. Schultz, Champoussin, voilà quelques noms sur lesquels on peut imaginer quelque chose demain. Maintenant, effectivement, quand Pogacar sait qu'il a déjà gagné sur cette étape-là, il peut être très gourmand en se disant de un, je tente d'user Vingegaard et en plus, je peux aller chercher une victoire. Donc, je pense que chez UAE, on va pas quand même laisser partir une échappée aussi facilement. Il faudra être très très fort. C'est pour ça que je pense que ça va être très très dur comme étape demain, parce qu'il y a 70 bornes, je le répète, jusqu'en bas du Soudé. Donc, bah, ça va être, ça va batailler très fort. C'est pour ça qu'il faudra Pour se l'échappée, ça brancher assez tôt. vas-y, finis Joseph, Non, excuse-moi. il faudra se connecter assez tôt parce qu'il est possible que la formation de l'échappée soit très dure et que ça use énormément le peloton. Ça va dépendre un peu aussi, je pense, des équipes de sprinters parce qu'il y a le sprint intermédiaire à 48 kilomètres, C'est ce que j'allais dire. avant les premières difficultés. Donc peut-être que les équipes de sprinters, qui notamment En ceux qui plus, visent le vont maillot rouler vert, derrière les échappées. oui, peuvent un peu verrouiller sur les 50 premières bornes, histoire d'aller prendre les points au sprint intermédiaire et ensuite, se relever, et rouler plus tranquille et donc Et entre le heu sprint intermédiaire et le bas du soudé, tu as quand même encore 25 bornes. Ouais, Donc, ouais, ouais. Honnêtement, si ça se passe comme ça, si les équipes de sprinters verrouillent le début de course, ce qui est pas certain, je pense que les costauds, les Paulès, les mecs qu'a cité Polo, qui probablement certains dans la liste auront envie d'aller dans l'échappée, attendront le col du Soudet pour le col de Soudet pour, sortir. Ça à moins qu'il y ait un groupe évident qui se dégage, 20 bornes avant le Soudet, mais sinon le plus, cohérent pour ces mecs-là et pour un Paulès par exemple, s'il y a juste deux trois mecs devant, ce sera d'attendre le Soudet et de sortir quand ça monte, ce sera quand même beaucoup plus, logique pour lui. Le mmh. scénario sprinter, j'y crois pas trop, déjà pour la simple et bonne raison que je pense qu'on commence à un peu rayer, de ses objectifs maillot vert quand tu n'es, pas, quand tu n'es pas Jasper Philipsen, pardon. Caleb Ewan peut l'espérer peut-être, il est à 73 points, mais c'est vrai Et au qu'il a pire, les 73, Philipsen en a 150, donc il a déjà un peu de retard. Et au pire, plutôt que de faire travailler ton équipe, pendant 1 heure ou 2, bah, tu prends l'échappée du matin tu vas faire les points et tu te relèves derrière, Ouais. Ewan sait et peut le faire, on l'a déjà vu. Jasper Philipsen a ça dans son attirail? Je pense que c'est pas non plus la mer à boire quand on voit la forme qu'il tient. Voilà, je pense qu'on aurait plus des scénarios comme ça écoute, on verra demain, ce sera intéressant, ça Ouais, aussi. ça va être intéressant. Pour rappel, Adam Yates, leader du classement général, Tadej Pogacar est deuxième à 6 secondes avec Simon Yates. Victor Lafay est quatrième avec 12 secondes de retard. Van Aert
Vingegaard, du coup, est sixième avec 17 secondes de retard sur Adam Yates, donc 11 sur Tadej Pogacar. Jay Hindley arrive septième, Skelmosé est neuvième, etc., etc. David Gaudu est onzième avec 22 secondes de retard sur Adam Yates. Voilà pour l'étape de demain. On se retrouvera bien évidemment demain à 19h pour en parler. Avant évidemment de partir, il y aura le quiz à la fin de l'émission. Mais avant, on va parler évidemment de la rétro. Et aujourd'hui, mon Robin, du coup, tu vas nous parler de Tyler Farr. Exactement, Tyler Farrar qui a gagné un 4 juillet sur le Tour de France, comme aujourd'hui, et surtout le jour de la fête nationale américaine, le jour de l'indépendance. Donc ça valait bien, je me suis dit, un hommage à Tyler Farrar qui s'était imposé à Redon. On le voit sur la photo. Une victoire américaine d'ailleurs, pour commencer. Je voulais signaler que c'est assez rare, puisque en dehors des contre-la-montre par équipe qui ont été souvent remportés par des équipes américaines, Discovery Channel, Garmin, BMC par exemple, il n'y a que 3 victoires individuelles finalement en 20 ans pour les États-Unis. C'est Tyler Hamilton dont on a parlé hier en 2003 à Bayonne, Tyler Farrar en 2011 à Redon et Sepp Kuss en 2021 à Andorre-la-Vieille. Puisqu'évidemment, il y a un petit paquet d'autres victoires qui ont été rayées des palmarès, que ce soit Armstrong, Zabriskie et quelques autres. Incapi, je crois aussi. Donc voilà. Et donc, pour revenir à cette victoire de Tyler Farrar, elle est restée dans les mémoires pour plusieurs raisons. Déjà parce que Farrar, c'était un gars assez sympa, un mec zen aussi. Pour l'anecdote, il a vécu au Népal avec son père dans sa jeunesse, avant de Oh, s'installer en Belgique pour faire carrière. Et pendant ses années pro, il vivait à Gand. Donc une ville quand même qui représente beaucoup dans les classiques flandriennes. Mais il se traînait aussi, Tyler Farrar, il faut le dire, une réputation de loser. En grande partie parce qu'il est tombé dans les meilleures années de Mark Cavendish, ce qui est quand même pas un cadeau. À cette époque-là, on va dire le prime de la carrière de Tyler Farrar, c'est 2008-9 jusqu'à 2011-12. On est dans les années où Cavendish archi domine le sprint mondial, avec d'abord Columbia, puis l'équipe HTC, avec le train le plus impressionnant du monde, peut-être même de l'histoire. On avait Bert Grapsch, Tony Martin, pour ce qui est des énormes rouleurs. Ensuite, on avait Adam Hansen, Bernard Heisel, Mark Renshaw, évidemment, le poisson pilote final, qui est peut-être ce qui s'est fait de mieux là aussi à ce niveau-là dans l'histoire du vélo. Donc Cavendish, à l'époque, il a aussi la réputation de sprinter fou, parfois dangereux, qui fait des bras d'honneur, on se rappelle, sur certaines de ses victoires. Donc finalement, Farrar Cavendish, c'est aussi un incroyable, peu je me rappelais plus qu'il avait fait des bras d'honneur. c'est vrai? Bah, on lui reprochait Ouais. beaucoup d'être dangereux dans les sprints, donc ça l'avait énervé. Et finalement, Farrar Cavendish, c'est un peu le gentil contre le méchant à l'époque. Farrar dit même dans des interviews, il y a des sprinteurs qui gagnent grâce à un sentiment de colère. Ils veulent tuer tout le monde. Moi, je gagne quand je suis heureux. Bon, alors c'est bien beau, mais sur le tour quand même, Tyler Farrar, il subit beaucoup la loi de Cavendish. Entre 2009 et 2011, il fait 4 fois deuxième d'une étape sur le tour, et à chaque fois, c'est derrière le cave. Ouais, donc en fait, il est un peu dans l'ombre du patron du sprint mondial. Et pendant leur carrière, du coup, à eux deux, ils ont fait 9 fois premier et deuxième de l'étape. Et en fait, cette fois, en fait, c'est très souvent Cavendish qui est vainqueur. Ouais, exactement, 4 fois sur le tour. Cavendish termine, Polo sur juste la devant tête de. Farrar. Comment? Non, il y a Polo, il m'a mis sur la tête du cave, du coup. Ouais, donc 4 fois sur le Tour, À l'image. Cavendish termine juste devant Farrar. Ça arrive aussi une fois sur le Giro, une fois sur la Vuelta. Donc ça donne une idée de ce que Farrar a «loupé» entre guillemets à cause de Cavendish. Et dans l'autre sens, Farrar a battu 2 fois Cavendish en direct, c'est-à-dire sur une arrivée où ils font 1 et 2, sur la Vuelta en 2010 et sur Tirreno en 2009. Et entre les 2, la tension monte quand même à certains moments de leur carrière. Sur la Vuelta 2010 notamment, Cavendish, il accuse Farrar et Wouter Wayland, qui est grand ami à l'époque de Tyler Farrar et qui court chez Quick-Step, il les accuse de courir ensemble contre lui. Il dit en fait, il y en a un qui passe à gauche, un à droite et il me tasse et il me laisse pas passer. Tyler Farrar il réagit, il dit c'est dommage pour lui parce que je l'ai battu sur des sprints de la Volta. Peut-être que c'est dur pour son ego, mais ça lui donne pas le droit de salir ma réputation. En 2010, on se rappelle aussi qu'il y a l'épisode des coups de tête de Mark Renshaw. Et en fait, ces coups de tête, ils sont donnés à Julian Dean, qui est le poisson pilote de Tyler Farrar. C'est en plein sprint à Mmh. Bourg-les-Valence sur le Tour de France. Et évidemment, l'Australien Renshaw, il se retrouve directement exclu. Mais donc, on voit bien que c'est chaud à cette époque-là, entre Garmin et HTC. HTC, l'équipe numéro 1 qui domine outrageusement les sprints. Et Garmin qui essaye petit à petit de venir prendre la place, en fait. Et donc, on a 2011, cette année-là, qui est un petit peu différente, puisque chez Garmin, Farrar voit arriver Touruchoft,
champion du monde, qui est prêt à lui donner un coup de main pour les sprints. Avant le tour, Torushoff, il dit: «Avec Tyler, on est 2 sprinters dans l'équipe et sur le plat, je veux l'aider à battre Cavendish». Donc c'est quand même, un soutien assez important et en revanche, Cavendish, lui, il veut pas encore parler de rivalité avec Tyler Farrar et avec Garmin. Il dit: «Avec l'équipe, on va se concentrer sur le fait de franchir la ligne en premier et eux décideront ce qu'ils veulent faire derrière». Donc voilà, il y a déjà un peu de trash talking et Cavendish à cette époque-là, je le répète, c'est un peu le bad boy du peloton, donc c'est pas étonnant. Il n'empêche, premier sprint du Tour 2011, Cavendish prend mal la route de ses coéquipiers, c'est un peu désorganisé. Ushoft et Julian Dean, eux, ils emmènent parfaitement Farrar, qui s'impose devant Romain Fehue, à noter, qui termine deuxième et qu'on voit sur la photo avec le maillot vacances soleil. Farrar, en passant la ligne, fait le signe W avec ses doigts, un hommage à Wouter Wayland. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était son grand ami. Et Wayland, en fait, est décédé quelques semaines plus tôt sur le Giro, dans une descente en chutant. Et à partir de là, en fait, Tyler Farrar fera ce signe W sur toutes ses victoires. À l'époque, en 2011, on imagine que ce succès, ça va être un déclic pour Farrar qui va enchaîner derrière. Mais en fait, ce sera finalement la seule victoire de sa carrière sur le Tour de France. Il a 27 ans et il va commencer très très vite à décliner. Il n'est pas resté longtemps au plus niveau. Dès 2012, c'est plus compliqué. Il revient sur le Tour, mais il fait seulement 3 fois top 10 sur les étapes. Et sa meilleure place, c'est sixième. Donc on est très loin d'un Farrar qui se bat pour les victoires d'étape sur la plus grande course du monde. Et il part quelques années plus tard, en 2015, chez MTN. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, un an plus tard, chez MTN, qui est devenu entre-temps Dimension Data, bah, il y a Mark Cavendish qui arrive et il se retrouve coéquipier après avoir été des grands rivaux pendant plusieurs années. On est 5 ans après le sprint de Redon sur le Tour 2011. Tyler Farrar, il dit à l'époque, Cav et moi, nous entendons bien désormais. Je me dis que si nous avions été coéquipiers à 24-25 ans, on aurait été Ça aurait très pu bons marcher, amis. ouais. C'est Ah, ils avaient c'est le même caractère. un petit peu la rédemption, ouais, et Cavendish dit un peu la même chose. Il dit: «Si vous nous aviez demandé il y a 5 ans si on serait coéquipiers un jour, on aurait dit: "Pas question", mais il y a quelques semaines, on a pris des bières ensemble, assis au bar et on en a rigolé». Comme quoi l'histoire peut évoluer, mais Bah, malgré ouais, tout, on grandit. le grand écart entre leurs 2 carrières, il est saisissant parce que Cavendish, c'est 162 victoires en carrière, 34 sur le Tour de France. Farrar, c'est seulement 31 succès dans sa carrière et un seul sur le Tour. Donc en fait, le chiffre est fou, c'est que Mark Cavendish a davantage gagné sur le Tour de France que Tyler Farrar dans toute sa carrière. Ouais, la comparaison est en fait dure pour Tyler Farrar. Peut-être qu'on retiendra pour ça, mais c'est vrai que quand tu prends le chiffre brut, et beh, c'est quand même une belle carrière de gagner quand même 31 fois. C'est quand même le signe d'un coureur qui avait quand même pas mal de talent. Bon, demain, Robin, tu nous parles de Quinn Simmons, du coup? Non, pas du tout. C'est plus la fête nationale. C'est fini les Américains? Ouais, c'est fini. Demain, on parlera je sais pas encore de quoi on parlera. Ah si, j'ai on parlera peut-être de Pascal Simon en 1983, voilà. Ah, Pascal Mmh. Simon alors. Pascal Simon. Pascal Simon. Ah, merci Robin, en tout cas, c'est cool parce que je ne savais pas, que c'était à ce point-là qu'ils avaient, cet, antagonisme-là, donc c'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à On toi. termine, du coup par un quiz. Hier, Robin a été, assez fort, je dois le reconnaître, très, très solide, Les donc Jeux on va olympiques, voir ça si t'intéresse pas, Joseph? Tu ah, t'en les Jeux fiches? olympiques, il est 20h, Polo, et tu as bien Ouais. raison de parler des Jeux olympiques avant de parler du quiz parce que On va en le, parler rapidement, on va montrer le ouais, on profil va en déjà. parler rapidement. Je suis désolé, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je le reconnais, le parcours qui a été dévoilé donc aujourd'hui, eh beh, il est très, très intéressant. Alors ça passe par l'Essonne, par les Yvelines, tu en as parlé tout à l'heure, par Châteaufort où tu as grandi et par l'Essonne notamment, et après il y a un parcours dans Paris, avec notamment, Montmartre où il passe plusieurs fois. Mais Polo, c'est un parcours qui est, assez sexy quand même, hein? Il est trop stylé le parcours, il est trop bien parce qu'il mélange, toute la beauté de Paris, que ce soit à l'arrivée, et surtout au départ. Tu passes par le château de Versailles, tu arrives au Trocadéro et ton comment dire? Ton moment fort, pardon, de cette course, le moment qu'on va tous attendre et sur lequel les gens vont aller se ruer dans les rues, c'est à Montmartre. C'est quand même incroyable, c'est sur la côte de la butte Montmartre, Donc ils y que tu passent vas 3 passer. fois, 46 kilomètres, 28 kilomètres, 9,5 kilomètres. La côte de la butte Montmartre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1 kilomètre à 6,5 de moyenne. Ouais, c'est ça et puis surtout ce qu'on dit pas, c'est que c'est pavé. Toutes ces routes-là, toutes ces routes parisiennes, c'est du pavé et ça monte. Ça va être hyper, hyper compliqué. C'est un sacré parcours. Ce sera fait pour les costauds. Il y aura pas de sprinter à l'arrivée, ça c'est sûr et ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qui correspond
a des qualités que nos coureurs, aiment, que nos coureurs français aiment bien. Je pense à un Victor Lafay, alors que je suis encore flou, franchement, je comprends pas pourquoi. Je pense à un Victor Lafay, je pense à un Valentin Madouas, c'est franchement des parcours, quasiment, cousu main pour ce type de profil-là. Donc évidemment, il y en aura d'autres, hein, qui seront là, hein. Remco Evenepoel, il va pas donner sa part aux chiens, dans cette affaire. Tadej Pogačar, il sera pas loin. Si Van Aert et Van der Poel, en font un de leurs objectifs de l'année, ils peuvent complètement rivaliser sur ce type de parcours aussi. Il y a des pavés, ça monte, mais ça monte pas trop longtemps. Du coup, ça nous rappelle quand même quelques courses, dont ils ont l'habitude, de briller. Donc non, ça, c'est un parcours qui peut convenir à beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de volontaires pour aller chercher ce titre olympique, et en plus, comme je vous l'ai dit, visuellement et autour de ce qui va se passer sur Paris 2024, c'est super beau de pouvoir passer dans ces endroits, historiques, quoi. Mmh. Et il faut noter aussi que alors c'est assez long, hein, quand même parce que, c'est, 260 bornes, donc c'est très, très long, et il y a pas mal de dénivelé, donc c'est pas mal une course de côte. Il y a pas mal de côtes si par hasard vous passez dans la région parisienne des fois, c'est des côtes de 1 kilomètre, voilà, qui font en moyenne 6. Il y en a beaucoup, qui sont exactement sur ce profil-là. Voilà, c'est la côte des Gardes, la côte de Saint-Germain-en-Laye, la côte des Ménules, la côte de Port-Royal, la côte de Senlis, la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses, la côte du Pavé des Gardes aussi pour ceux qui la prennent. Celle-là, elle fait bien mal aux pattes. Donc c'est très très long. Et chez les femmes, donc c'est 144 km. Et c'est pareil après, Côte des Gardes, Port-Royal, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Châteaufort, Pavé des Gardes et 3 fois la butte Montmartre. Et sur le parcours du contre-la-montre olympique, là en revanche, ils passeront par Place de la Bastille, Place de la Nation, Château de Vincennes. Ils vont aller du côté de l'INSEP. Ils vont passer à côté du vélodrome Jacques Anquetil aussi. Là, c'est la CIPAL en fait, où il y avait eu les épreuves des JO 1924. Et par contre, c'est tout plat, ça fait 32 bornes. Donc là, ça va être un truc un peu plus. Un peu de puissant, quoi. Ça va être un vrai truc où, par exemple, un Kung peut espérer potentiellement faire quelque chose. Voilà. Mais il y en aura d'autres, bien évidemment, et notamment Pipo Ganna. Voilà. Robin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce parcours? Non, sur le parcours, je pense que Polo a bien résumé. Juste une petite info qui vient de tomber, c'est que Mathieu Van Der Poel est déclassé et donc relégué à la dernière place de son groupe pour son sprint et Ah, il a donc fait de la pour place. la petite poussette où il s'est fait de la place, à côté de Guermail. Ouais, effectivement, il s'est fait beaucoup de place. Alpecin Ouais. a travaillé pour faire le sale boulot pour Jasper Philipsen. On termine par le quiz, donc, avec un qui suis-je. Qui suis-je, les amis? Je suis un coureur français. Je fais actuellement le Tour de France. Je suis passé par la Groupama FDJ en 2019, mais j'y suis passé comme stagiaire. Aujourd'hui, je ne porte plus le maillot de la Groupama FDJ. Bouclier-Mi? Non. Et Il a pas été que stagiaire, lui. je ne porte pas non plus le maillot de la Total Énergie, de Total. C'est mon premier Tour de France. Je viens de le préparer parce que Zingleux? pour la première. C'est. Axel Zingleux? Non, c'est pas Zingler. Je tente, hein, je sais même pas Pour s'il est la passé par là. première fois, j'ai fait un stage en Sierra Nevada de 3 semaines. Je compte 2 victoires en professionnel, j'ai 23 ans. Mon profil pour le moment est encore à définir totalement, mais quand je signe dans mon équipe. Valentin Ferron? Non. Quand Non, je il est pas signe passé dans mon par équipe, mon directeur sportif, Ah, il est pas à qui Total, est putain, j'ai tous les mecs de Emmanuel Total. Hubert, donc c'est un Arkea, dit que je suis un puncher qui grimpe bien. Mathis Louvel? Ah, un puncher qui grimpe bien. Mathis Et c'est Louvel, bah Mathis oui, Louvel, Mathis Louvel, bravo. effectivement. Et effectivement, un grimpeur qui marche, bravo Robin. Donc c'est effectivement Mathis Louvel. C'est effectivement un Bravo. profil qui reste encore totalement à définir. On verra ce qu'il fait sur le Tour de France. Dans le chat, ça avait été trouvé par Tony. Donc bravo Tony. Je ne suis pas sûr que ça avait été trouvé un peu plus tôt. Non, je crois que c'est le Donc premier. bravo à Tony Je dans suis le en train chat de et regarder. bravo à Robin qui a donc trouvé Mathis Louvel qu'on va suivre. On va voir un peu aussi. Ça va être intéressant ce Tour de France pour savoir un peu dans quelle direction est-ce qu'il oriente sa carrière. Mathis Louvel qui a donc gagné 2 fois en pro pour le Et moment. c'est son 2e tour, pas son Ah, il avait 1er, déjà fait le apparemment sur le tour. chat. Et ouais, Ah, d'accord, autant pour moi. Petite ça n'a erreur. pas été un indice que j'avais pris en compte. Louvel qui habite à Liège pour info. Curieux, mais ok. C'est comme Tyler Farrar qui habitait à Gand. Ouais.
c'est parce qu'il fait chaud à Gand. Allez. Merci Robin, merci Polo d'avoir été avec nous. Merci à tous les rouleurs. On se retrouve bien évidemment demain à 19h pour faire le débrief de cette étape entre Pau et la Reims. Je suis sûr et certain qu'on aura beaucoup, beaucoup à raconter. Et pour ceux qui veulent un peu parier, on se retrouve demain sur Winamax à partir de 10h. Il y aura Polo, il y aura Robin et il y aura Tamerlan. Ciao, ciao les rouleurs, gros bisous, bonne soirée. Ciao, bonne soirée à Et les tous. gars. Six.